Le module routage et acheminement comporte différentes parties. Tout d'abord, nous présenterons le principe de commutation, qui est un préalable pour comprendre la notion de routage du réseau. Nous passerons ensuite à l'interconnexion de différents réseaux. Nous introduirons pour ce faire les principes d'adressage IP en version 4 et en version 6, puis nous poserons le protocole de routage mis en œuvre dans les différentes machines. Nous nous intéresserons simplement à l'algorithme de base permettant d'acheminer des paquets. Ensuite, nous verrons comment une machine va résoudre l'adresse MAC à partir d'une adresse IP grâce à un exemple. Enfin, nous montrerons comment construire un plan d'adressage et quelques fonctions de base du protocole ICMP permettant de faire une première reconnaissance de réseau et d'assurer une première base sur le management. Introduisons tout d'abord la manière dont les informations sont acheminées dans un réseau. Il s'agit d'un transfert de nœud en nœud. On voit alors le réseau comme un graphe et les canaux de communication sont représentés par les liens entre les nœuds de ce graphe. On va avoir une logique de type store and forward, c'est-à-dire qu'un nœud va recevoir une information, la stocker, puis va pouvoir la réémettre. C'est le principe de commutation. Ce principe de commutation va pouvoir se faire à différents niveaux dans la pile du logiciel de communication, selon le nombre de couches qui sont hébergées par chaque nœud. On pourra ainsi avoir de la commutation de cellules lorsqu'on travaille au niveau physique, puisque la cellule est le nom de la physique PDU, de la commutation de trame au niveau de la liaison de données, puisque la trame est le nom de la liaison PDU, de la commutation de paquets au niveau du réseau, le paquet étant le nom de la réseau PDU, et de la commutation de messages lorsque on va jusqu'à la couche application, le message étant le nom de l'application PDU. Le principe de commutation permet également de paralléliser des choses au travers du réseau. En effet, pendant qu'une partie de l'information est acheminée sur un lien, eh bien on va pouvoir aussi travailler avec une autre partie de l'information, l'acheminant sur un autre lien. On va donc utiliser la structure du réseau comme un vecteur de parallélisation. Alors sur ce graphe, nous voyons les différents types de commutation, la commutation de messages en haut, puis la commutation de paquets et enfin la commutation de cellules. Supposons que ma source veuille atteindre la destination et doive pour ce faire passer par les nœuds 1, 2 et 3. Dans le cas de la commutation de message, la source va devoir émettre la totalité du message jusqu'au nœud 1, et une fois que le nœud 1 aura reçu la totalité de ce message, il pourra le réémettre vers le nœud 2, et le nœud 2 fera de même. Une fois qu'il aura tout reçu, il pourra travailler en envoyant le message jusqu'au nœud 3, qui enfin l'enverra jusqu'à la destination. Notons que ces messages de niveau applicatif peuvent être très longs. Donc, si on les coupe au niveau du transport ou de la couche réseau, on va pouvoir avoir des PDU beaucoup plus courtes, typiquement des petits paquets de l'ordre de, par exemple, ici, de 128 octets. On voit donc que la source va pouvoir envoyer un premier paquet jusqu'au nœud 1, et ensuite, ce premier paquet de 128 octets pourra être envoyé du nœud 1 au nœud 2, puis sera émis du nœud 2 au nœud 3, puis sera émis par le nœud 3 pour atteindre la destination. Pendant ce temps, la source pourra bien évidemment émettre le deuxième paquet, puis le troisième paquet. On constate donc qu'il y a bien de la parallélisation au niveau des émissions sur différents liens dans le réseau, et donc le temps se retrouve très raccourci. Toutefois, ce gain peut ne pas être suffisant. Donc on peut aussi envisager de faire une commutation de cellules, c'est-à-dire au niveau physique, on va avoir des paquets beaucoup plus petits, de 64 octets en incluant les entêtes, c'est le demi-burst, et ensuite, on va redécouper le paquet en petites cellules. Donc, en fait, on va avoir ensuite un petit gain de temps puisqu'on va aussi pouvoir acheminer en parallèle ces différentes cellules. Notons qu'au plus on a de nœuds à franchir dans le réseau, au plus on pourra exploiter le parallélisme et donc avoir un gain de temps important. Pour permettre d'interconnecter les différents réseaux, il va donc constituer le graphe constituant le réseau, et on peut utiliser différents types d'équipements selon le nombre de couches qu'ils vont héberger. Lorsque on travaille au niveau 1 de la pile ISO, au niveau de la couche physique, on parlera de répéteur, c'est-à-dire qu'il va permettre de séparer des segments d'un réseau et régénérer le signal en quelque sorte. Il faut noter qu'on ne peut pas avoir plus de 4 répéteurs maximum en cascade, puisque
on va avoir de fait des goulets d'étranglement lorsque vous allez avoir de la concentration de trafic pour aller vers un serveur, par exemple. Lorsqu'on va travailler au niveau 2, on parlera de pont. On notera que c'est ici qu'on va parler des switches, des équipements, donc des commutateurs. Ils permettront éventuellement de séparer du trafic et d'interconnecter des réseaux de types différents comme des réseaux Ethernet et Token Ring. Lorsqu'on va jusqu'au niveau 3 de la pile ISO, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la couche réseau, eh bien on parlera de routeurs qui permettront d'interconnecter les réseaux locaux et étendus. Et dans les routeurs, on trouvera également des fonctions dites de routage plus développées qui permettront, en dressant des cartes du réseau, de choisir des chemins optimaux. Enfin, au niveau 7, on parlera d'une passerelle qui consiste à interconnecter des piles de communication différentes, par exemple un modèle OSI avec du TCP/IP, OSI et SNA, comme cela se faisait préalablement, ou du SNA TCP/IP. Ces graphiques montrent les répéteurs et les ponts. Donc au niveau de la couche physique, on aura des répéteurs à partir des pins dorsales. On pourra également avoir des changements de type de support, par exemple un support cuivre pour passer sur un support fibre optique. Au niveau de la couche liaison de données, on aura des ponts. Ces ponts vont pouvoir permettre de travailler avec les couches physiques et MAC et la couche liaison. Notons que le trafic de A et B ne devra pas traverser le pont, par exemple, et que C et D ne traverseront pas non plus le pont. Donc on va avoir vraiment les deux réseaux qui doivent être séparés. Au niveau du routage et de la passerelle, eh bien, le routeur va devoir servir de relais entre deux réseaux différents. Donc on monte vraiment jusqu'à la couche 3. Et au niveau de la passerelle, eh bien, on va monter jusqu'au niveau applicatif. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va trouver la fonction de passerelle au-dessus de ces piles logicielles et donc on pourra avoir des représentations différentes. Que ces machines utilisent un même support physique ou qu'on ait des supports différents. Par exemple, dans le premier schéma, vous avez une passerelle avec deux cartes bien séparées, deux réseaux bien séparés. Sur le deuxième schéma, vous avez une passerelle, mais en utilisant deux cartes séparées, mais qui sont connectées, par exemple, sur un même réseau Ethernet. Et dans le troisième cas, vous avez une passerelle avec une seule carte d'accès au réseau. Le problème est d'atteindre le destinataire. L'adressage que nous avons vu sur les réseaux locaux au niveau des adresses MAC est réalisé sur 6 octets avec un codage unique. Les circuits intégrés intègrent donc l'adresse MAC. Le problème, c'est que cette adresse, qui comportait initialement des champs régions, champs segments et des champs sous-adresses, ont été dévoyés parce que, en réalité, les points forts ont été donnés des constructeurs. Et donc, on va avoir l'identifiant du constructeur, puis des modèles de cartes et enfin des sous-adresses. Donc, on n'a plus du tout d'adressage logique et donc on a besoin d'un adressage logique unique qui permette de repérer logiquement une machine et non pas de s'intéresser à qui a fabriqué la carte permettant de la connecter à un réseau. Pour cela, on peut utiliser soit des protocoles de la pile ISO de type X25.3 par exemple, ou le protocole IP qui est le plus utilisé actuellement. La version actuelle majoritaire reste encore IPv4. Elle est décrite dans le Request for Comment, la RFC 791. Le réseau IP est un réseau en mode non connecté. On va passer des paquets de nœud en nœud en utilisant des routeurs. IP permet de définir une adresse, éventuellement de la segmentation au niveau des paquets, et un paquet devra être transporté en temps utile, c'est-à-dire qu'il devra être acheminé dans le réseau avec un nombre maximum de sauts. C'est la durée de vie. Au-delà de cette durée de vie, eh bien, on purgera. On peut également avoir une identification du protocole de transport, TCP ou UDP, et le contrôle d'erreur ne se fait que sur l'entête, que sur la PCI. Enfin, pour garantir la fiabilité et que les informations arrivent en temps et en heure, un champ permet de définir le paramètre de qualité de service. Mais ça reste défini à très très gros grains. Le problème avec l'adresse IPv4 est qu'on arrive actuellement à saturation. Cela a été anticipé dès les années 90. Alors, en début de 90, la version IPv6 a été définie avec une nouvelle ERFC et on pensait avoir un début de remplacement dans les années 95, 96, disons 97, le temps de disposer de routeurs et d'équipements matériels mettant en œuvre le nouveau protocole. Le problème, c'est que dans ce contexte, il faut aussi composer avec les montants disponibles pour les DSI.
Et dans les années 95-97, la préoccupation majeure était de corriger tous les logiciels applicatifs pour pouvoir passer le bug de l'an 2000. Donc en fait, on a prévu de repousser ça début 2000. Oui, mais voilà, il y avait le passage à l'euro. Donc remodifier encore une fois beaucoup d'applicatifs pour pouvoir gérer la double monnaie dans chaque pays. Donc jusqu'en 2002, ça a été très compliqué. Donc on s'est dit peut-être jusqu'en 2005. En fait, le planning initial qui prévoyait un déploiement à partir de 97 pour un remplacement total en 2005 a été complètement erroné. Les débuts ont commencé réellement vers 2007-2008 avec beaucoup de développements qui ont été faits en Chine pour cause de manque d'adresses, criant. Et ensuite, il va falloir travailler avec des renouvellements partiels. Alors, si les opérateurs ont déjà passé à IPv6, pour les entreprises, la version IPv4 continue encore beaucoup à être utilisée. Et quand on connaît la durée de vie des équipements, on peut imaginer que IPv4 va encore vivre jusqu'aux alentours des années 2020, 2025, peut-être voire 2030. L'idée de IPv6, c'est vraiment d'améliorer le routage en intégrant des fonctions qui ont été vraiment plus portées par le monde des télécoms dans ce monde du routage informatique. Alors, à quoi ressemble l'IPv4? Vous le connaissez évidemment, c'est une adresse sur 32 bits, c'est-à-dire 4 octets qu'on représente à l'aide de chiffres décimaux qui pourront donc varier de 0 jusqu'à 255 puisque j'ai que des octets. En fait, on a 3 types de réseaux qui ont été définis au départ. Le premier type de réseau, c'est le type A. On garde le bit de poids fort à 0 et ensuite on garde 7 bits pour décrire le réseau et on dispose de 24 bits pour décrire les adresses des autres. Donc, on a peu de réseaux, mais avec beaucoup d'autres, mais il n'y a plus d'adresses disponibles. Le type B, on a gardé 2 bits de poids fort et ensuite, on va avoir 6 plus 8 bits pour l'adresse réseau. Et on garde 16 bits pour décrire l'adressage des machines sur le réseau. Dans le type C, on va garder seulement 8 bits pour l'adresse des machines sur un réseau. Donc, on a 3 octets pour décrire l'adresse du réseau avec les 3 premiers bits de poids fort qui sont positionnés donc à 1, 1, 0. Et enfin, on a gardé des adresses pour multicast pour la diffusion en différents groupes. Alors, il faut noter que ces adresses ont été fournies par l'Internic ou un subsidiaire, le NIC France par exemple, et que pour gérer ces adresses, eh bien, ceux qui ont conçu IP se sont servis en premier, et puis ça a été premier arrivé, premier servi. Si bien que pour le réseau que nous utilisons sur le campus, c'est le CISR, le service interru pour le service des réseaux qui gère la chose. Et par contre, pour d'autres pays, ce sont des opérateurs qui peuvent allouer les quelques adresses qui restent disponibles. Donc on voit que quand on a commencé relativement tard, on a peu d'adresses. En plus, certaines adresses IP ont été bloquées. Lorsque tous les octets sont à 0, ça veut dire 7 ordinateurs au démarrage, ça va permettre de demander une adresse à un serveur de type DHCP, c'est-à-dire un protocole de configuration dynamique qui va vous envoyer vos paramètres d'adressage et également le routeur, les serveurs DNS. Une autre adresse a été utilisée pour le rebouclage, c'est le loopback, ce sont les adresses qui commencent en 127. Donc c'est un équipement sur la machine, elle ne doit jamais apparaître sur le réseau et à ce moment-là, on va utiliser vraiment cette adresse pour faire des tests d'applications distribuées sans toucher à la carte réseau. On va aussi avoir des adresses qui sont libres pour des intranets, c'est-à-dire des adresses qui ne seront pas routées sur Internet, de manière à ce qu'on puisse définir des adressages totalement privés. Donc les adresses en 10 points quelque chose, ça vous donne des réseaux de classe A. Pour les réseaux de classe B, on a les adresses 172.16 à 172.31 et puis également 192.168. Alors il faut noter que quand vous faites des petites expérimentations chez vous, 192.168 est routé sur notre réseau du campus qui s'appelle Rocade. Comment peut-on désigner une adresse de diffusion? Eh bien tout simplement, on va garder en poids fort l'adresse du réseau et ensuite tous les bits de poids faible seront positionnés à 1. Dans l'adressage IPv6, on va avoir beaucoup plus d'adresses. En effet, dans le début des années 90, on imaginait qu'il faudrait au moins 1 milliard d'adresses. Ce qui est fou, on en a besoin de beaucoup plus, notamment avec tous les objets connectés. Alors, l'idée, ça a été de se dire qu'on allait mettre un certain nombre de prises, donc d'adresses IP au mètre carré sur la planète. Alors, on peut avoir des divergences selon qu'on considère les parties
émergée, ou alors la totalité de la surface de la Terre. Considérer la totalité de la surface de la Terre, c'est pas aussi faux que ça. Par exemple, si vous avez des boîtiers que vous décidez de transporter avec des puces RFID qui auront peut-être aussi des adresses IP et qui pourront communiquer par satellite. Donc, on peut aussi éventuellement considérer les océans comme faisant partie de la surface de la Terre devant être équipés de prises. Donc, l'idée, ça a été de dire qu'on va aller avoir une adresse maintenant sur 128 bits au lieu de 32, donc 16 octets, ce qui permet d'avoir 340 puisse 36 adresses, donc ce qui devrait nous permettre de pouvoir travailler un petit peu encore quelques années. Pour pouvoir faciliter la migration, le plan d'adressage IPv6 prévoit également des différentes formes pour l'adresse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker l'adresse IPv4 dans les 4 derniers octets par exemple. Donc quand vous aurez un routeur qui fera l'interface avec un réseau IPv6 et un réseau IPv4, bah, il va garder simplement les 4 derniers octets pour les réacheminer sur le réseau IPv4. Pour accélérer l'acheminement, on va avoir des préfixes pour les sous-réseaux qui seront organisés hiérarchiquement dans une organisation de type réseau d'opérateurs télécoms. Et on va également mettre l'adresse MAC de la machine dans les 6 derniers octets, lorsqu'on va effectivement jusqu'au bout de la machine. Et le routage va se faire en fonction de la source. Alors, on va pouvoir ainsi avoir beaucoup plus de flexibilité, notamment pour aussi travailler en multipoint, donc faire ce qu'on appelle du multicast. Et à ce moment-là, on n'a plus du tout à ajouter de petits protocoles verrues, comme le multipole routed. Et puis, on aura aussi de l'autoconfiguration avec de l'autoconfiguration d'adresses en ne gardant pas l'état et en conservant également les serveurs de type DHCP. Voici les différents types d'adresses IPv6. Donc, on voit que l'adresse globale a été définie comme étant une adresse de type prestataire de service. Donc, on va avoir des registres qui vont permettre de définir les différents prestataires de services, les différents opérateurs de télécom qui auront chacun un identifiant. Et puis, les opérateurs ensuite intégreront l'identifiant du souscripteur et une partie reste libre pour donner des identifiants sur l'intranet du souscripteur. Lorsqu'on travaille avec des adresses locales, on va trouver les adresses LAN donc comme je vous le disais, les adresses MAC dans les 6 derniers octets, et puis on aura des identifiants de sous-réseau. Si on reste compatible IPv4, on met simplement l'adresse IPv4 dans les 4 derniers octets. On peut aussi avoir des adresses qui sont compatibles avec IPX, avec le protocole ISO, et des adresses de multicast avec des identifiants de groupe. Et puis on pourra aussi retrouver des adresses de type test pour vérifier que tout fonctionne bien. À la différence d'IPv4 qui ne comportait que 4 octets, IPv6 avec ses 16 octets est beaucoup plus verbeux. On le voit ici sur cet exemple. Donc on va utiliser souvent des formats compressés en ne mettant pas forcément tous les octets. Donc on laisse des champs séparés par des points. On pourra avoir par exemple juste l'adresse du réseau local ou des adresses qui vont être compatibles IPv4 ou avoir des adresses qui pourront être reprojetées dans du IPv4. Donc, on voit que c'est une manière de noter les choses pour pouvoir les gérer beaucoup plus facilement. Dans cette partie concernant le routage, on va s'intéresser maintenant au protocole IPv4 parce que c'est encore celui qui est le plus utilisé. Pour débuter cette explication sur le routage, on va d'abord revenir sur l'organisation logique de sous-réseau. Il faut structurer le réseau d'abord pour faciliter l'administration parce que si on a quelque chose de plus petit, on a une meilleure compréhension, on diminue la complexité. Mais cela va permettre également de mieux gérer la qualité de service en évitant de diffuser trop d'informations à tout le monde et les réseaux devront donc être interconnectés avec un routeur. Le problème, quand on va organiser des sous-réseaux, est de pouvoir séparer une adresse IP en différentes parties, c'est-à-dire pouvoir extraire l'adresse du réseau et l'adresse de la machine sur ce réseau. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le subnet mask, c'est-à-dire le masque de sous-réseau. Syntaxiquement, un masque de réseau est constitué par 4 octets, une suite ininterrompue de 1 suivie d'une suite ininterrompue de 0. La partie ininterrompue de 1 permet de définir ce qui sera la partie adresse du réseau. La partie ininterrompue de 0 permettra de définir le champ resté libre pour donner les adresses des machines sur ces réseaux. Maintenant, si je fais l'adresse IP et le masque, je vais avoir donc l'adresse IP sur 4 octets et un masque, donc avec une série de 1 suivie d'une série de 0, j'obtiendrai donc l'adresse du réseau. Si je fais l'adresse IP et non le masque, j'obtiendrai l'adresse de la machine sur le réseau.
Il faut noter que dans le protocole IPv4, vous avez deux adresses qui sont réservées. Lorsque le champ adresse machine est tout à 0, cela permet de dire qu'il s'agira de l'adresse réseau. Et lorsque le champ adresse machine comporte tous les bits à 1, il s'agit de l'adresse de diffusion à toutes les machines de ce réseau. Donc en fait, lorsque on va gérer les masques de sous-réseau, le masque décrivant la taille du réseau, eh bien en fonction du nombre de bits à 0, je vais pouvoir dire combien d'adresses IP je vais pouvoir utiliser pour mettre des machines. Donc si j'ai n bits à 0, j'ai 2 puissance n possibilités de combinaison. Ces 2 puissance n possibilités, je vais devoir retrancher l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion. Donc j'aurai 2 puissance n moins 2 adresses IP utilisables. Il faut noter que ces adresses IP utilisables devront être affectées sur les différentes machines dans le routeur. Donc en fait, si je veux interconnecter des réseaux ayant un certain nombre de machines, eh bien j'aurai 2 puissance n, non plus moins 2, mais moins 3 adresses IP disponibles pour mettre ces adresses, étant entendu qu'on va garder une adresse IP, souvent la première ou la dernière, pour le routeur.